La mort de deux détenus à la prison de Rebeuss, vague de réactions d'organisations de défense des droits de l'homme en attendant les résultats de l'autopsie. Amnesty Sénégal, la RADDHO et la Ligue sénégalaise des droits humains exigent l'ouverture d'une enquête impartiale et indépendante. Khalifa Sall en prison, cela fait 900 jours. Aujourd'hui, ses proches et avocats continuent de dénoncer une détention arbitraire et une justice aux ordres. Grand rassemblement cet après-midi à Grand Yoff. Exploitation prochaine du fer de la Falémé, Ousmane Sonko fait état d'un scandale à plusieurs milliards et avertit le président Macky Sall du déjà dit selon Maître El Hadj Diouf. L'avocat parle de divertissement. Khalifa Sall en prison, c'est connu, mais le fait marquant, l'ex-maire de Dakar passe aujourd'hui son 900e jour de détention à la maison d'arrêt de Rebeuss. 900 jours de détention arbitraire selon ses proches et avocats qui estiment que la justice sénégalaise a, durant toute la procédure, gravement violé les droits de Khalifa Ababakar Sall. Jean-Paul Ndour. Voici 900 jours que l'ex-édile de la ville de Dakar croupit en prison. 900 jours d'épreuves pour lui et tout son entourage. Selon Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Sall. En vérité, Khalifa Sall ne devait pas passer une seule journée en prison. Et voilà qu'aujourd'hui, il boucle 900 jours de détention arbitraire. Naturellement, ces 900 jours d'épreuves et de peine pour sa famille, ses amis, ses militants, et pour tous les Sénégalais épris de paix et de justice sociale. Mais ce qui est important et réconfortant, c'est que ces 900 jours ont été vécus dans la foi et la dignité, dans l'abnégation et le courage. Et cela nous incite, nous, ses partisans, à continuer à mener le combat, non seulement pour sa libération, mais surtout pour sa réhabilitation. Une réhabilitation que Maître Seydou Diagne, avocat de l'ancien maire de la capitale, appelle de tous ses voeux. La robe noire accuse la justice sénégalaise de tous les maux de son client. L'affaire Khalifa Sall est un amoncellement de graves violations des droits de l'homme et de ses libertés fondamentales, de la Constitution, de la signature internationale du Sénégal, ce qui a été d'ailleurs constaté par un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. La justice sénégalaise dans l'affaire Khalifa Sall n'a été ni indépendante, ni impartiale et ne répondait pas aux critères prévus par la Constitution et les instruments juridiques internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme et les libertés des citoyens sénégalais. À en croire Moussa Taye et Maître Seydou Diagne, le combat continue jusqu'à la libération de Khalifa Sall. Et pour marquer les 900 jours de détention de Khalifa Ababakar Sall, ses partisans organisent un grand rassemblement cet après-midi à la permanence Papa Babacar Mbaye à Grand Yoff. L'affaire fait grand bruit, la mort de deux détenus à la prison de Rebeuss, les résultats de l'autopsie attendus. Et dans un communiqué, l'administration pénitentiaire fait savoir que ces décès pourraient être causés soit par électrocution ou par bousculade et qu'une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident qui a coûté la vie à deux détenus. Mais malgré ces assurances de l'administration pénitentiaire, la Ligue sénégalaise des droits humains, la RADDHO et Amnesty Sénégal exigent l'ouverture d'une enquête impartiale et indépendante pour faire la lumière sur cette affaire. Ces trois organisations demandent par ailleurs au gouvernement de mettre en œuvre le projet de construction d'une nouvelle prison à Dakar en remplacement de la MAC de Rebeuss. La RADDHO, la LSDH et Amnesty International déplorent la vétusté des locaux et des installations dans cette prison. Je vous propose d'écouter Seydi Gassama de Amnesty Sénégal qui parle de non-dit dans cette affaire. Nous sommes vraiment indignés par ce qui s'est passé hier à Rebeuss et nous demandons d'abord à l'administration pénitentiaire de faire preuve de transparence et de communiquer de façon transparente sur ces événements. On nous parle de 2 morts, on ne parle pas de blessés alors qu'il y a eu manifestement une bousculade et nous avons toutes les raisons de soupçonner que tout n'a pas été dit, vu également le temps qui a été mis pour communiquer sur cet événement-là. Nous demandons donc de la transparence. Nous demandons également à l'État du Sénégal de prendre à corps la question de la prison de Rebeuss. Rebeuss est une prison poudrière, c'est une prison où toutes les conditions sont réunies pour qu'à la moindre bousculade, à la moindre mutinerie, il y ait des morts. C'est une prison surpeuplée, c'est une prison très vieille, les installations sont vétustes. Ce qui s'est passé hier était prévisible et ça pourrait se reproduire encore à l'avenir. Donc il est temps que l'on prenne à bras le corps la question de cette prison. Cette prison doit être fermée depuis très longtemps, peu importe la solution qu'ils vont trouver, ou la vendre, ou trouver des ressources auprès des partenaires financiers. Mais Rebeuss doit être fermé et une nouvelle prison capable d'accueillir les pensionnaires de Rebeuss doit être construite
pour qu'évidemment on n'ait plus des situations de mutinerie, de bousculade, de mort d'hommes telles qu'on a connues dans ce pays. Il faut donc prendre la situation à bras le corps et mener l'enquête par rapport à ce qui s'est passé. Si les responsabilités, en ce qui concerne l'État, assumer ses responsabilités par rapport à ces morts-là. 7h05, ce drame dans la commune de Latmingué, 3 fillettes de 12 ans mortes noyées. Hier, aux environs de 18h, elles sont tombées dans un bassin construit par l'UCG qui doit servir de centre d'enfouissement technique. Les fillettes élevées à l'école primaire de Koutal étaient parties chercher du bois mort. Les corps sont acheminés à l'hôpital régional de Kaolack. Et à ce propos, Biranka, frère de Awaka, l'une des 3 victimes de la noyade, dit avoir appris la mort inattendue de sa sœur alors qu'il était au champ. Il demande l'enfouissement immédiat de ce bassin de la mort. C'est Awaka, ma petite sœur. Elle préparait le dîner, mais à un moment, elle a confié à la maman qu'elle va chercher du bois mort pour finir le dîner. Ils m'ont appelé alors que j'étais au champ pour me dire que les 3 filles se sont noyées dans le bassin. Elle n'était pas malade, ça fait trop mal. Le bassin avait été creusé pour un approvisionnement plus facile en eau. Mais quand ils ont fini le travail pour lequel ils l'avaient creusé, ils l'ont laissé tel quel. Pourtant, nous leur avions dit que c'est pas sûr avec l'hivernage. C'est près de 15 mètres de profondeur. Maintenant, puisque le bassin a emporté 3 des nôtres, nous exigeons qu'on le ferme. C'est vraiment trop dur. Comme ça, pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. En politique, le leader du parti PASTEF avertit le chef de l'État si jamais Macky Sall signe le contrat relatif à l'exploitation du fer de la Falémé, qu'il sache qu'il aura commis un crime qui le suivra à vie. Les propos sont de Ousmane Sonko qui soutient que le peuple sénégalais doit savoir et par tous les moyens faire face aux dérives de l'actuel régime. Ousmane Sonko était en conférence de presse sur cette affaire qu'il qualifie de scandale. Omar Mbow. Encore des révélations de la part du leader de PASTEF. Après celle du pétrole et du gaz, Ousmane Sonko fait savoir que du fer à coups de milliards est découvert dans une localité sénégalaise qui, selon lui, peut régler tous les problèmes du pays. Mais Macky Sall et son gouvernement veulent se l'approprier. Le prix du minerai de fer aujourd'hui, le cours mondial, c'est de $88, une capacité de 33 000 milliards de francs CFA. Rapporter cela au budget du Sénégal, qui ne fait même pas 4 000 milliards ou tout juste, c'est immense et c'est colossal. Mais si ces ressources sont très mal gérées, ce que le président Macky Sall et son gouvernement mafieux sont en train de faire. Il révèle qu'à la veille de la dernière présidentielle, le chef de l'État est sur le point de signer un contrat avec une entreprise turque pour l'exploitation du fer de la Falémé. Le 9 octobre 2018, il s'est déplacé à Istanbul accompagné de son gouvernement pour signer un protocole d'accord, lequel protocole d'accord a été signé par M. Fouad Tossiali, qui représentait l'entreprise Tossiali, et Mme Sophie Gladima, qui représente le gouvernement du Sénégal, Ali Holding. Ousmane Sonko exhorte les populations. Le combat, c'est maintenant, avant qu'il ne soit tard. C'est important que le peuple sénégalais comprenne que si on mène la bataille dès maintenant, si on sort massivement, on peut faire reculer Macky Sall. Ils sont en train d'accélérer la procédure. Au moment où je vous parle, les Turcs sont à Dakar et sont entre l'APIX, le ministère de l'économie et des finances et le ministère des Mines. Ils peuvent signer d'un moment à l'autre. Le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, dit attendre impatiemment une plainte contre lui sur l'affaire des 94 milliards pour que la vérité puisse enfin éclater. Maître El Hadj Diouf s'invite au débat du déjà dit selon l'avocat de l'ancien directeur des domaines. Pour Maître El Hadj Diouf, Ousmane Sonko évite le plus important, les 94 milliards. Mais aujourd'hui, on parle de fer. Je vais vous montrer les documents. Ça, c'est 19 octobre 2018. Contrat d'exploitation du fer de la Falémé. Les dessous d'un crime économique. Il ne nous apprend rien. Ça, c'est Dakar Times. Ça fait 11 mois. Les dessous d'un crime économique. Contrat État du Sénégal, Tossiali sur le fer. Le scandale du siècle. Avec développement de Dakar Times. De long en large. Ça, c'est le 27 octobre 2018. Le premier là,
c'est le 19 octobre. Le 27, il ne révèle rien du tout. Ça a été révélé depuis longtemps. Mais M. Sonko, donnez-moi vos preuves contre Mamour Diallo. Il dit, je vous prends en témoin. J'ai déjà porté plainte contre Mamour Diallo devant le procureur. Il n'a pas dit quel argent a été viré dans quel compte. Pour que le procureur interroge la DIC pour qu'il aille fouiller, pour voir qui a viré dans ce compte-là et comment on l'a viré. Il n'a donné aucun élément au procureur. Aucun élément. Tel compte a accueilli tant de sommes. Viré par tel, voilà BNP, la BNP de Paris, voilà Business du Sénégal. Il n'a rien. Maître El Hadj Diouf en conférence de presse après la rencontre de Ousmane Sonko avec les journalistes. Babacar, c'est la fin de ce 7h. Merci Georges Détidieu de 7h10. Les titres sport, Youssouf Bodian. Le football avec Thiès qui domine la petite catégorie. Ses juniors et cadets ont remporté hier les phases nationales clôturées à Kaolack. En Europe, les compositions des groupes de la Ligue des Champions connues cet après-midi. Le Real Madrid pourrait se retrouver dans le même groupe que Liverpool, Paris Saint-Germain ou Chelsea. À tout à l'heure, Youssouf. Il sera 8h15 pour le journal des sports en Wolof dans l'édition d'information que nous présente El Hadj Ndiogo Diène. Bonjour Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Babacar. A tout de suite pour votre chronique comme tous les jeudis. RFM Matin à 7h40. Notre invité, El Malik Ndiaye, le secrétaire à la communication du parti politique PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko. Bon début de journée à tous, RFM Matin et la culture tout de suite, Anna Rocha. Bonjour à tous. Soundiata Keita, immortalisée à Dakar, sa statue a été érigée au rond-point Pentola. Elle a coûté environ 17 millions de francs CFA selon Ibrahima Keita, marabout, tradit praticien et petit-fils du défunt souverain mandingue. Mamadou Marba était à la cérémonie d'inauguration. Ibrahima Keita, dans son grand boubou coloré, admire la grande statue. Munie d'un arc pointé vers le ciel, cette représentation de Soundiata Keita, Ibrahima en est fier. Tout ce que je fais pour Soundiata Keita, je l'ai fait pour moi-même. Je lui ai juste rendu hommage. J'ai dépensé 17 millions rien que pour avoir cette œuvre. Ça veut dire que le consommé local marche très bien. Le marabout tradit praticien exhorte les autorités à enseigner aux enfants l'histoire des héros africains. Il faut revoir l'histoire de nos ancêtres, apprendre à la nouvelle génération l'histoire de nos héros. Ne pas prendre exemple sur les autres. C'est ce que j'attends du gouvernement. J'ai écrit plusieurs fois sur Soundiata. Le chanteur Djibi Dramé, qui était à ses côtés, a laissé entendre sa voix. C'est le roi d'Afrique. Panstage à l'école des Sables, 37 danseurs ont participé à ce stage international intitulé « Penser et danser autrement les danses traditionnelles ». La présentation publique de fin des travaux a eu lieu mardi dernier, suivie d'une remise de diplôme. Voici le directeur artistique Patrick Akoni. Le thème donc danse traditionnelle, des gens qui veulent, qui à travers la pratique des danses veulent non seulement redécouvrir certaines valeurs, mais se cherchent en tant que danseurs et peut-être se cherchent aussi en tant qu'être humain. Comment, à travers ces danses, je me reconnais moi dans ma pratique et avec cette pratique, comment je peux trouver ma danse, trouver mon style, trouver à m'exprimer avec quelque chose qui en apparence, mais peut-être étranger, mais au fond est universel et donc m'appartient aussi. Les danses du Burkina Faso, les danses du Bénin, les danses mandingues, les danses sabar, donc ça c'est le Sénégal et le Mali. Ils ont fait la technique Akoni qui est une synthèse des danses de l'Afrique de l'Ouest, dont une partie repose sur les danses traditionnelles de la sous-région. Ils ont fait de la déconstruction de danses traditionnelles avec moi. Ça reprend les principes qui animent ces danses-là et comment, à travers ces principes, découvrir des choses que l'on peut utiliser d'une manière contemporaine. Voilà, merci d'avoir suivi. À demain pour une nouvelle chronique culture dans RFM Matin. Anna Rocha pour RFM Matin. Merci. 7h14. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique d'Abdoulaye Ndiaye. Votre chronique cette semaine, Abdoulaye, c'est pour la ville de Rufisque, en région dakaroise. Rufisque qui souffre beaucoup du tracé, des effets négatifs du tracé du TER, le train express régional. Nous partons en effet d'un constat. Responsables publics, populations et activistes qui élèvent la voix pour dénoncer une situation d'étouffement dans une ville Rufisque
Cela suffit pour indexer les moultes désagréments occasionnés dans cette commune par le tracé du futur train express régional. Et c'est avant tout une communauté de plus de 500 000 âmes qui vit actuellement une mobilité réduite des quartiers du Nord à ceux de l'Est ou de l'Ouest. Cela tient d'un découpage de la ville en deux entités de territoire traversées par l'ouvrage. Dans ces mêmes quartiers où des emprises ont été libérées, on tarde dans la construction de ponts passerelles établissant le passage d'une zone à l'autre. Résultat, c'est un nouveau bouleversement géographique avec comme conséquence un accès difficile de certaines populations aux structures de base situées dans le centre-ville. Écoles, hôpitaux, établissements financiers ou de services pour ne citer que cela. Si l'idée d'un nouveau réseau ferroviaire peut correspondre au besoin de faire du transport de masse et de le projeter dans une modernité urbaine, on ne devra pas pour autant y oublier un préalable, celui de l'inscrire dans un aménagement respectueux de l'environnement physique et humain. À Rufisque, on ne peut pas dire que ce fut le cas. On y est plutôt confronté à une situation d'inconfort avec la fermeture de voies d'accès traditionnelles menant jusqu'ici aux quartiers de forte densité humaine des communes du Nord ou de l'Est. On n'hésite pas à parler, dans ces localités, de balkanisation géographique par rapport justement au centre-ville, pôle majeur de l'activité économique locale, surtout marchande. Tout cela pour dire que de mémoire de Rufisquois, on n'a jamais autant senti la défiguration d'une commune qui plus est chef-lieu de département. Mieux, ils sont nombreux à prédire, si rien n'est fait, son déclin et la perte de son prestige d'antan. Alors, un réseau ferroviaire, aussi nécessaire soit-il, quel qu'en soit le prix ou le coût social, ne doit pas, par des effets collatéraux, faire perdre à une ville historique comme Rufisque ni son âme, ni sa particularité. Merci beaucoup, Abdoulaye Ndiaye, pour cette chronique. RFM Matin 7h17, la revue de presse. Rebonjour Babacar, bonjour à tous. Mystère autour de la mort de 2 détenus à la prison centrale de Dakar. À défaut d'avoir plutôt une idée exacte de ce qui a pu produire le drame à la chambre 11 de la MAC de Rebeuss, chaque confrère y va de son flair ou plutôt de son intime conviction. Et autant dire tout de suite que 2 catégories se dégagent, les plus prudents et les plus perplexes. Dans la catégorie des prudents, Sud Quotidien, le journal répercute le communiqué de l'administration pénitentiaire, communiqué lacunaire, traitement tout autant digne de son nom. Quelques signes en page intérieure ont filé et le tour est joué. 2 détenus de la chambre 11 de la maison d'arrêt de Rebeuss sont morts après un incident intervenu dans la nuit du mardi 27 août aux environs de 23h, informe le journal exploitant le communiqué reçu à la rédaction. Sur les circonstances du drame, le journal cite l'incident est causé par une panique semée par des étincelles qui venaient d'un ventilateur. Mais le journal a jugé nécessaire quand même d'ouvrir ses colonnes à l'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus, ASRED, qui s'est fendue d'un communiqué également sur cette affaire. Elle condamne et indexe le surpeuplement carcéral. Même traitement, le journal La Tribune qui parle de détenus morts électrocutés sans plus de précision. Le journal Le Témoin qui donne lui aussi l'information note qu'il n'est plus à rappeler que la population carcérale est un casse-tête chinois insoluble sous nos tropiques. Naturellement, les longues détentions ne sont pas pour arranger les choses. Mais certains confrères sont plus sceptiques, peu disposés à gober le dit officiel. Le journal LAS sème le doute dès la première page avec un titre qui ne fait pas place à l'équivoque. Décès de 2 jeunes détenus à la MAC de Rebeuss, mystère autour de la mort, écrit le confrère. Selon le journal, l'administration pénitentiaire a servi des explications évasives et parle de bousculade, alors que d'autres sources évoquent l'électrocution. Le journal Le Quotidien emboîte la trompette des sceptiques et parle de controverses autour d'un drame. L'Observateur s'interroge d'ailleurs et veut être édifié. Les détenus ont-ils été piétinés ou tués par électrocution? Des deux, quelle est la bonne thèse? Le mystère s'épaissit, mais pour Seydi Gassama d'Amnesty International, section Sénégal,
c'était prévisible. L'État ne peut pas dire qu'il ne savait pas que Rebeuss était surpeuplé. Une enquête ouverte par le commissariat de Rebeuss en attendant de livrer ses secrets. Le journal fait des révélations sur la vie des deux détenus. Il s'agit de Cheikh Ndiaye, 18 ans, et de son camarade Babacar Mané, 19 ans. Le journal note que ces deux adolescents n'ont pas partagé cette chambre par hasard. Cette cellule est censée abriter des détenus d'un jeune âge. Cette chambre donc fait partie des cellules les plus redoutées de la prison, à l'instar des chambres 1, 9 et 10, entre autres. Dans ces cellules, note toujours le journal, cohabitent des détenus réputés ne pas être des enfants de cœur. En attestent les infractions dues le confrère retenu contre eux. Mané, il est inculpé et placé sous mandat de dépôt pour les délits de vol avec violence sur la voie publique et détention d'armes blanches, tandis que Ndiaye a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour les délits d'association de malfaiteurs et vol en réunion. Après le gaz et le pétrole, Ousmane Sonko a bras raccourcis sur Macky Sall sur le fer de la Falémé. En conférence de presse hier, le leader de PASTEF dénonce le contrat d'exploitation entre l'État du Sénégal et la société Turc-Tosiali. Selon le journal Le Témoin, qui se fait l'écho du leader de PASTEF, le président Macky Sall s'apprêterait à signer une convention au profit du groupe turc pour lui brader le fer de la Falémé. Et cela représenterait au bas mot une valeur de 33 000 milliards au minimum et de 150 000 milliards s'il est transformé sur place. Je jure que si Macky Sall signe le contrat d'approbation, ce serait de la haute trahison, affirme Ousmane Sonko. Selon le journal LAS, pas de doute, Sonko évente le scandale de Tosiali. Le journal Vox Populi, qui cite l'ancien inspecteur des impôts, relève que Tosiali va investir 510 milliards de francs CFA et gagner 10 185 milliards. Il va produire 1 200 000 tonnes de fer par année et pendant 10 ans, il ne paiera pas d'impôts et au bout de 25 ans, il va gagner 10 185 milliards. Dans le journal Le Quotidien, le DG de l'APIX lui porte la contradiction en exhibant la véritable convention liant les deux parties. Le quotidien Les Échos va plus loin. Selon le confrère, Ousmane Sonko accable le président Sall avec des chiffres erronés. La convention a été signée avant-hier au siège de l'APIX. La vérité sur la main-d'œuvre, c'est 65% de Sénégalais pour les 2 prochaines années et 80% après. Exonération fiscale, c'est 2 ans au lieu des 10 ans annoncés par Ousmane Sonko. Le confrère nous dit que les intérêts des prêts bancaires seront pris en charge par la société turque, suffisant pour que le journal Le Soleil parle d'un État qui démontre que c'est un chapelet de contre-vérité sur les accusations de bradage du fer de la Falémé. Le DG de Miferso, on lui a ouvert donc les colonnes du journal Le Soleil. Il dit que Ousmane Sonko est en retard. La plupart des points qu'il a relatés ne sont plus d'actualité. Et puis, Boune, le village Boune, un bus Tata qui heurte mortellement un enfant de 7 ans. Les riverains constatent, le journal renverse le bus, le saccage, le chauffeur détale. La victime de 7 ans se rendait chez sa grand-mère, revenue fraîchement de la Mecque. Le chauffeur court se réfugier à la gendarmerie nationale pour éviter un lynchage en règle. Le groupe ISM, leader de la formation en Afrique de l'Ouest, vous a offert la revue de presse. La revue de presse était présentée par Mohamed Ali Mouba.